faut vous dire que les oiseaux, c'est très difficile à identifier quand on n'est pas musicien. Les ornithologues de métier identifient un oiseau de loin avec une jumelle ou de près avec leurs yeux, tout simplement, d'après la longueur des plumes, d'après la couleur du manteau, d'après la couleur du ventre, d'après la forme du bec, d'après l'habitat. Mais évidemment, le meilleur critère, c'est la voix. Parce que la plupart du temps, les oiseaux, ce sont des voix, on ne voit rien du tout. Il y a des oiseaux qui sont assez familiers, comme le merle noir et le rouge-gorge, justement, mais il y en a qu'on ne voit jamais. Deux des meilleurs chanteurs de France, la fauvette des jardins et la fauvette à tête noire, on ne les voit jamais. La fauvette des jardins, elle est toujours cachée dans des buissons ou dans des arbres. On entend une voix, mais on ne voit rien. Et alors, le malheur des ornithologues de métier, qui sont des gens très calés, extraordinairement calés, des grands professeurs d'université, beaucoup plus calés que moi, c'est qu'ils ne sont pas musiciens. Alors, ils ont trouvé un avantage. Ils reconnaissent le timbre de la voix des oiseaux, c'est déjà pas mal. Ils reconnaissent le timbre, et puis les autres critères, l'habitat, la couleur du plumage, la longueur du bec, etc. Mais ils ne sont pas capables de transcrire le chant, sinon par des onomatopées. Alors, vous lisez dans les bouquins d'ornithologie des trucs très très drôles qui ressemblent à des poèmes lettristes, comme Tuto, Tuto, Tuto Laborix, par exemple. Voilà. Ça ne vous renseigne pas du tout sur le chant. Ça donne vaguement le rythme, ça donne vaguement le contour, ça donne vaguement quelque chose, mais on n'est pas renseigné. Si vous lisez ça, vous ne savez rien. Alors, évidemment, le seul moyen, c'est de noter musicalement, sans se poser trop de problèmes. Moi, quand j'entends un chant d'oiseau, je ne pose pas de questions, j'écris. J'écris tout de suite. J'ai eu souvent des gens à côté de moi qui essayaient de faire comme moi, qui disaient « Ah, c'est trop aigu. Ah, il y a des quarts de ton. Ah, mais c'est trop vite. » Bon, finalement, ils n'arrivaient pas à noter. Moi, je ne réfléchis pas à tout ça, j'écris. J'écris peut-être mal, mais j'écris. Mais je n'écris pas une fois, j'écris des centaines de fois. Par exemple, pour faire ces rouges-gorges que vous avez entendus là, j'ai noté des centaines de rouges-gorges. Et puis j'en ai fait un seul idéal en fondant les 100 rouges-gorges ensemble. Alors maintenant, encore quelques mots. Je ne suis ni un photographe, ni un amateur de magnétophone. J'écris. Donc ce que j'écris, c'est l'oiseau entendu par votre serviteur. Ce n'est pas absolument l'oiseau tel qu'il est. C'est tout de même une transposition. Comme un peintre qui peint un paysage, il ne photographie pas le paysage. Il rend l'impression que le paysage l'a fait.
chantent très haut et avec des intervalles très petits. Et forcément, dans la musique instrumentale, je suis obligé de faire jouer les instruments moins haut, donc souvent une octave ou 2 octaves en dessous, et avec des intervalles plus grands. Ce que je fais est vrai quand même, mais par exemple, si l'oiseau fait un quart de ton, moi je fais un demi-ton aussi. Et s'il est à 3 octaves en dessus de la dernière note du piano, moi je suis à la dernière octave du piano. Je ne peux pas faire autrement. C'est transposé pour l'oreille humaine. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que les oiseaux étaient là avant nous, sur notre planète. Je crois que le premier oiseau en date, c'est ce qu'on appelle l'Archéoptérix. C'est un oiseau de l'époque préhistorique. Ces premiers oiseaux ont commencé par voler, puis ensuite ils ont chanté. Ils n'ont peut-être pas bien volé ni bien chanté tout de suite, ça s'est fait peu à peu. Mais en tout cas, quand l'homme est arrivé, les oiseaux chantaient déjà. Et alors, chose curieuse, toutes les formules qu'a trouvé le chant grégorien, le plein chant, ce qu'on appelle les torculus, les scandicus, les porrectus, c'est-à-dire des broderies supérieures, des broderies inférieures, des mouvements ascendants, des mouvements descendants, etc. Tout ça, les oiseaux l'avaient trouvé. Les oiseaux avaient trouvé les neumes bien avant le chant grégorien. Maintenant, la musique aléatoire et l'improvisation collective, mais les oiseaux l'avaient trouvé depuis toujours. Chaque lever du jour, de chaque matin, de chaque journée, est une improvisation collective. Mais il y a beaucoup d'autres choses que les musiciens modernes croient avoir trouvées et que les oiseaux avaient trouvées. Par exemple, le mouvement rétrograde. Il y a des oiseaux qui font un mouvement droit suivi d'un mouvement rétrograde. Ils connaissent ce mouvement rétrograde. Ah oui, c'est comme ça. Ils ont trouvé ça avant nous. Quelque part, moi, ce qui plaît, ce que j'aime, ce sont les paysages, ce sont les oiseaux, ce sont les couleurs. Je ne fais pas tellement attention aux usines et aux inventions mécaniques ou électriques. J'ai passé mon enfance dans les montagnes du Dauphiné, alors j'aime les montagnes du Dauphiné spécialement et les oiseaux du Dauphiné spécialement. Et je vous assure que quand j'ai été au Japon, j'ai complètement oublié le Dauphiné, j'ai reçu un coup de bambou. J'ai aimé le Japon à telle enseigne et d'une façon si forte que je ne rêvais que de coucher sur des tatamis. Je voulais plus avoir de lit et je demandais à ma femme qui a appris, qui me l'a fait, de me faire du sukiyaki. Alors, quand j'ai été en Israël, c'est quelque chose d'encore plus grandiose parce que là, il y avait les paysages qui sont très beaux en eux-mêmes. Ils sont magnifiques, les paysages d'Israël. Il y avait les oiseaux qui sont très beaux en eux-mêmes, il y avait de magnifiques couleurs. Mais alors, il y avait aussi des souvenirs historiques. Il y a tout le passé de l'Ancien Testament et toute la vie du Christ. Il y a tous les endroits où ont vécu le roi David, où ont vécu Salomon, où ont vécu Moïse, et les endroits où le Christ a passé. Alors, malheureusement, je ne suis pas allé en Égypte. J'aurais beaucoup aimé voir
certains paysages égyptiens, mais je n'ai pas pu. On ne peut pas tout faire dans la vie. Mais j'ai fait, à cause de Saint François, toujours par honnêteté, parce que Saint François, dans mon poème, réclame les oiseaux des îles lointaines. J'ai choisi l'île lointaine qui était la plus lointaine de toutes, l'île Cougnier, qui est au bas de la Nouvelle-Calédonie et qui contient des oiseaux extraordinaires qui ne sont pas tous recensés. Les ornithologues ne les connaissent pas encore. Alors là, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'ai le plaisir du savant qui découvre quelque chose de nouveau qu'il n'a jamais vu. Voilà, et là, j'ai noté un des principaux oiseaux de l'opéra Saint-François d'Assise, c'est la fauvette gérigonnée. Ce chant d'oiseau annonce et précède toutes les arrivées de l'ange. Quand vous entendez par le piccolo ou par le xylophone, c'est que l'ange va arriver. Alors, on m'a demandé pourquoi j'avais choisi Saint-François. D'abord, je l'ai toujours admiré, parce que de tous les saints, c'est celui qui ressemble le plus au Christ. Et enfin, il y a une raison personnelle, il parlait aux oiseaux et j'ai la chance d'être ornithologue. Donc c'était, si vous voulez, un confrère et un ami. Le sujet de la pièce, ce sont les différents aspects de la grâce dans l'âme de Saint François. C'est-à-dire qu'il commence par être François, comme tout le monde, et puis peu à peu, il devient Saint François. Il monte peu à peu vers la spiritualité la plus totale. Alors peut-être ignorez-vous que quand j'étais enfant, à l'âge de 8 ans, j'ai joué tout le théâtre de Shakespeare, tous les rôles de toutes les pièces, en faisant moi-même les décors, les costumes, et quelquefois en improvisant de la musique au piano comme je pouvais. J'étais tout petit, j'avais 8 ans. Et je n'avais qu'un seul et unique spectateur, c'était mon frère. Mais ça vous prouve combien j'aimais le théâtre. Et c'est Shakespeare qui m'a formé. C'est étrange, mais c'est comme ça. Et j'ai dit quelque part, j'ai répété souvent même que j'étais né croyant, je suis chrétien, catholique et croyant. Mais au départ, dans ma toute petite enfance, avant d'être croyant, j'ai simplement aimé les contes de fées et j'aimais avoir peur. Je disais à mon grand-père, fais-moi peur.
Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aimé Shakespeare, parce que je lisais, évidemment, je ne comprenais rien à la jalousie d'Othello, à la philosophie des abusés d'Hamlet, ou au remords de Macbeth, tout ça, ça me passait par-dessus, j'étais trop petit. Mais il y avait des sorcières, il y avait des fantômes, il y avait des elfes, il y avait des lutins, il y avait des sylphes, il y avait des tas de personnages qui me faisaient peur. Il y avait en somme un conte de fées perpétuel. Et curieusement, tout cela m'a amené vers la musique, plus tard vers le théâtre musical, et aussi vers la foi chrétienne, parce que c'est à force de rêver de contes de fées et de choses extraordinaires et surnaturelles, tout au moins surréelles, que j'ai compris que c'était dans la religion chrétienne que ces choses surnaturelles existaient et que là, ce n'était pas des contes de fées, c'était vrai. Par faire de la musique sans savoir pourquoi je l'aimais. J'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans. Je n'ai pas eu de professeur à mes débuts. Je suis allé au piano, il y avait un piano chez moi, c'était la guerre de 1914, j'étais tout seul avec ma mère, qui n'était pas musicienne. Il y avait un piano, j'ai été au piano, j'ai joué. Et j'ai commencé à improviser et j'ai appris à lire la musique tout seul. Et puis après, j'ai fait des études comme tout le monde. J'ai fait comme tout le monde au Conservatoire de Paris, de l'harmonie, de la fugue, de la composition et de l'orchestration. J'ai donc travaillé très sérieusement. De vous donner un tout petit conseil. Les gens très âgés donnent toujours des petits conseils, il ne faut jamais les écouter. Mais quand même, si vous écrivez des partitions d'orchestre ou des partitions de piano, tâchez de les écrire correctement. Mettez les valeurs que vous voulez, mettez les accidents que vous voulez, et mettez les octavas que vous voulez. Ça aussi, c'est une chose très très grave. Maurice Ravel, par exemple, dans beaucoup de ses œuvres, a oublié les octavas. Dans Jeu d'eau, par exemple, dans Ondine, il y a 2 ou 3 passages qu'on doit jouer à l'octave en dessus, dans l'aigu du piano. Il ne les a pas mis, alors il y a des gens qui les jouent à une octave trop bas. C'est de sa faute, il a oublié. Alors une dernière chose, les accidents. Excusez de vous parler de toutes ces petites choses, mais ce sont des choses très très importantes, parce que les exécutants ont tout de même le droit au respect. Il faut qu'ils comprennent ce qu'on leur demande. Quand j'étais très jeune, ma première œuvre au piano qui s'appelait Les Préludes, j'avais eu beaucoup d'accidents, parce que malheureusement, il en fallait beaucoup. Et alors, je suis tombé sur un correcteur d'école, qui était un monsieur très sérieux, qui avait fait de l'harmonie, qui faisait très bien son métier, mais qui a trouvé qu'il y avait trop d'accidents. Alors, il m'a téléphoné, il m'a dit, vous savez, il y a trop d'accidents, j'en ai enlevé quelques-uns. Et alors, il s'est produit des choses vraiment terribles. Et vous jouez quelque chose, et c'était vraiment terrible. Il y a un passage qui fait ça, je vous entends. Je vous entends. Bon, c'est pas évident. Alors, dans la main gauche, il y a Fa dièse, Si bémol, Ré dièse, Mi. Et puis Ré dièse, Sol bécard, Si bémol. Le correcteur, il a dit c'est un accord parfait, il n'a pas compris, il a enlevé l'accident. Et alors on m'a joué ça, écoutez, vous allez voir comme c'est horrible. Ça fait des fausses octaves. Parce qu'il a enlevé le bémol. Voilà. Alors j'avais écrit ça, et pendant des années j'ai entendu cette chose atroce. Non
seulement une faute d'harmonie, une faute d'écriture, mais en plus une faute modale. C'est contraire. Il y a deux mots superposés, ça les détruit. Mais malheureusement, les classiques étaient des gens très modestes, et puis c'était pas la même époque, et ils n'écrivaient rien du tout sur leur musique. La musique de Bach, par exemple, c'est lamentable, la musique pour orgue. Bon, la musique pour orgue, on sait quand c'est un choral orné, il faut mettre un solo de cornet. On sait quand c'est une fugue brillante qu'il faut mettre des fonds et des pleins jeux. Et puis c'est tout, on ne sait rien d'autre. On ne sait même pas les tempi. Il n'a rien mis. Pas de mouvement, pas de registration. C'est vraiment terrible. C'était comme ça à cette époque-là. Alors après, avec Mozart, il y a déjà eu un progrès. Mozart était déjà un révolutionnaire, un romantique. Il a déjà rendu son tablier au méchant archevêque et il a quitté Salzbourg. C'était déjà un acte de rébellion. Et il a commencé à mettre des indications. Il a commencé à tenir compte aussi de ce qui se passait sur la scène dans ses opéras et à mettre des orchestrations sombres ou claires suivant ce qu'on voyait sur la scène. C'était un très très grand progrès par rapport à Rameau, par exemple, dans lequel on mettait sur la scène n'importe quoi, des dieux, des déesses, des hommes, des femmes, des machineries effroyables, des dragons. Pendant ce temps-là, il y avait des gens sur la scène qui mangeaient des oranges, des femmes qui s'éventaient nonchalamment, qui ne faisaient pas du tout attention à ce qui se passait. Et puis, il y a eu l'excès contraire. Alors, il y a un musicien qui a mis des annotations, ça c'est fou, c'est effroyable. C'est Albéniz. Si vous regardez les Ibériades d'Albéniz pour piano, c'est merveilleux comme écriture pianistique, mais alors il y a un doigté par note, une pédale par note, une indication de nuance par note, et j'en passe. Ça c'est effrayant, il n'y a plus d'indication que de musique. Le résultat, c'est tellement difficile qu'il y a très peu de gens qui le jouent. À la page 14. Un peu plus de basse. La même chose. Ah oui, c'est bien. Oui. Voilà. Bon, alors maintenant, à la fin, tu as fait la petite note avant. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est pas vous voulez le faire